Bienvenue dans l'ancienne apothicairerie de l'université d'Avignon. Cet endroit, vieux de plusieurs siècles, témoigne d'un passé encore trop peu connu des Avignonnais eux-mêmes. Des meubles aux murs, des tiroirs aux pots de faïence, de la pharmacopée à la production de médicaments, c'est tout un univers savant, scientifique et culturel qui se laisse appréhender. Accompagné dans cette aventure par Françoise Moreille, maître de conférences en histoire moderne à l'université d'Avignon, il nous est possible d'éclairer quelques-uns des mystères entourant cette pharmacie d'époque. Sans plus attendre, entrons dans ce lieu véritablement hors du temps. Alors que nous nous trouvons dans les locaux même de l'université d'Avignon, à l'intérieur d'une petite salle reculée dont l'existence est à peine signalée, mais qui lors des journées du patrimoine attire nombre de visiteurs, une question me vient tout de suite à l'esprit. Quel lien peut-on faire entre la pharmacie moderne, l'ancien hôpital Sainte-Marthe et l'actuelle université d'Avignon ? Cette université, ici à Avignon, était établie dans un ancien hôpital qui est de fondation médiévale. Après la peste noire, Bernard Rascasse et son épouse ont laissé une grosse somme d'argent qui a permis de construire l'hôpital. Et 2 siècles plus tard, c'est un autre don qui a permis de bâtir et d'installer l'apothicairerie ou ancienne pharmacie. Donc il y a 2 siècles d'écart avant l'installation de la pharmacie. Et 2 siècles plus tard encore, autour des années 1750, l'apothicairerie déménage dans le même établissement de la rive proche du Rhône. Elle passe à côté du grand escalier central où elle est donc toujours 260 ans, 270 ans après. C'est ce qui rend ce lieu fascinant. C'est une continuité de plusieurs siècles dans le même lieu avec une atmosphère stable, un éclairage un peu sombre, mais ce lieu est fascinant. On comprend bien que l'installation de la pharmacie dans le même espace pendant plusieurs siècles rend précieux son témoignage et facilite sans doute aussi les chercheurs dans la reconstitution de son histoire. Mais ne peut-on pas dire que sa situation géographique joue également en faveur de son originalité ? C'est vrai que dans un hôpital, au départ, au Moyen-Âge, il n'y a pas de pharmacie. Les médecins ou les soignants vont se fournir dans les apothicaireries de la ville. Donc, c'est l'argent qui a été laissé au XVIe siècle qui a permis que l'hôpital ait sa propre apothicairerie. Ça nécessite du matériel, des meubles, des pots, des produits et aussi la présence d'apothicaires. Depuis le début, on parle tantôt de pharmacie et tantôt d'apothicairerie. Si le premier terme nous est familier parce qu'encore utilisé au quotidien, le second l'est en revanche beaucoup moins. Renvoie-t-il à une autre réalité que sa définition permettrait de cerner ? Une apothicairerie est un lieu où on fabrique les drogues qui vont être distribuées aux malades. Et ces drogues sont prescrites par les médecins. Ce ne sont pas les apothicaires qui les prescrivent. Donc, une apothicairerie nécessite d'avoir du stock en plantes, en produits de toutes sortes, je vais expliquer après, et puis surtout du personnel spécialisé. Si je comprends bien, l'apothicairerie est en fait le lieu de production des médicaments destinés aux malades. Pour qu'il fonctionne, il est nécessaire de disposer, d'une part, des matières entrant dans la composition des drogues et, de l'autre, de la main-d'œuvre capable de produire ces mélanges. Mais comment acquérir un tel savoir-faire ou, d'une autre manière, comment devenir apothicaire ? Comment on devient apothicaire à cette époque-là ? Eh bien, c'est le système des corporations. C'est comme tous les artisans. Donc ce sont des gens qui savent lire et écrire, ce qui est très important à cette époque, qui ont été formés dans d'autres boutiques d'apothicairerie, qui passent apprentis, compagnons et maîtres. Donc pour devenir maître, il faut faire des chefs-d'œuvre. Donc on a les statuts de quelques corporations de pharmaciens ou d'apothicaires. Pour Avignon, on ne les a pas. Mais pour d'autres villes, je les ai vus. Par exemple, c'est fabriquer un produit de chaque spécialité. Donc un sirop, un baume, un trochsic, c'est des pilules, un électuaire, etc. Donc ils ont
Et c'est jugé par l'ensemble des maîtres apothicaires qui valident ou pas la préparation. Et après, le jeune est reçu apothicaire, maître, donc il paye une certaine cotisation à sa corporation et il a le droit d'exercer et d'ouvrir une boutique. Si je suis votre raisonnement, et j'imagine un apprenti qui, à la suite de la reconnaissance de son chef-d'œuvre, devient maître, par la suite, il obtient la charge d'apothicaire dans la pharmacie de l'ancien hôpital Sainte-Marthe, quelles seraient alors les grandes tâches qui lui incombent pour produire un médicament ? De récolter éventuellement les plantes, ensuite de les broyer, les écraser, les faire sécher, et puis de les mélanger aux autres produits indiqués dans les pharmacopées. Donc il y avait tout un travail préparatoire très long avant d'avoir ces drogues, ces baumes, ces sirops, ces lotions, etc. Je me doute que la connaissance des substances mobilisées par les apothicaires pour fabriquer ces différentes solutions, ainsi que des solutions elles-mêmes, est limitée. Est-il toutefois possible d'en trouver la trace dans la pharmacie ? La particularité de l'apothicarie d'Avignon, je vous ai dit, elle n'a pas bougé depuis 260 années. Donc, dans certains pots et dans certains tiroirs, il y a cette dizaine de pots de porcelaine du 19e siècle. Ce ne sont pas des pots très anciens et qui ont des noms qui font un peu rêver, comme le Gant Populeum dont je vous ai parlé. Ces tiroirs et ces pots qui étaient pleins ont été analysés par ma collègue de chimie, Catherine Vieillescaz, avec ses étudiants et son équipe. Alors, tous les pots ne sont pas pleins, ni tous les tiroirs, mais un certain nombre. Ils ont fait des analyses chimiques. Ces résultats sont très intéressants pour nous. C'est une des particularités. J'ai visité déjà d'autres apothicaries anciennes. Alors, nickel, pas un gramme de poussière, les pots superbes, mais il n'y a rien dedans. Tandis que dans ces tiroirs ou ces pots à Avignon, on a des produits. À 85%, ils sont d'origine végétale, 11% d'origine minérale et 3,5% animale. À côté de cela, y a-t-il d'autres sources ayant survécu et permettant de reconstituer l'histoire passée de l'apothicarie d'Avignon ? D'une part, il y a eu tout le travail chimique, d'analyse avec ma collègue, parce que toutes les deux, nous sommes tombés sous le charme de cette apothicarie. Nous avons décidé d'unir nos efforts, nos travaux et ceux de nos étudiants pour mieux le connaître, le valoriser. Une université installée dans un hôpital ancien, c'est déjà rare, mais qui est une apothicarie qui date du XVIIIe siècle, ça l'est encore plus. Pour l'histoire, il y a aux archives départementales de Vaucluse 1280 liasses sur l'hôpital. Mais il y a aussi aux archives municipales plusieurs centaines de documents. Alors aux archives départementales, ce sont les documents qui concernent la période avant la Révolution. Aux archives municipales, c'est plutôt le 19e siècle, donc il y a beaucoup de documents. Des produits finalement arrivés jusqu'à la pharmacie de l'hôpital d'Avignon viennent donc d'Amérique, d'Asie ou encore d'Inde. Les importations de substances évoquées dans les pharmacopées et utilisées sur le terrain par les apothicaires sont primordiales et évidentes. Finalement, l'idée de la circulation n'est-elle pas l'un des maîtres mots de cette histoire ? À travers ces pratiques anciennes, on voit quel était le système de pensée, qu'ils utilisaient des produits qui venaient du monde entier. Il y a la circulation des produits, avant la circulation de la maladie, des maladies. Je crois qu'on en a eu un petit exemple là, pendant les 2 dernières années. Les maladies circulent, les médicaments, les produits, mais aussi les savoirs. Je viens de vous parler de Galien, mais le savoir de Charras, qui s'intéresse à la vipère, qui publie un livre sur la vipère, les écrits des Arabes, des médecins arabes, qui reprennent eux-mêmes des pratiques des Romains et qui nous arrivent comme cela. Lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu à ce qu'on pourrait appeler les collections de la pharmacie, on parle souvent d'une pièce en particulier, celle dont l'étiquette présente comme contenant du sang de dragon. Qu'en est-il vraiment ? C'est en fait une résine qui vient d'un palmier qui pousse dans la corne de l'Afrique, vers Socotra, ces coins-là, et c'est cette résine qui est utilisée. Alors quand on taille, c'est pas un arbre, hein, quand on taille, on va dire le tronc, même si c'est pas exactement le terme qui convient, elle coule un peu rouge.
Donc c'est pour ça qu'on l'a assimilé au sang. J'aimerais vous poser une dernière question. Quand on entre dans la pharmacie, sur notre gauche, on observe 2 grands pots, sur lesquels est inscrit le mot thériaque. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Des plantes, des minéraux, de la chair de vipère. Pour Moïse Charras, c'était ce qui permettait de guérir du tout. Et en ayant posé des questions à des chimistes et à des pharmaciens qui s'intéressent à la pharmacie ancienne, je dis mais pourquoi est-ce que la thériaque était si connue ? Eh bien parce qu'il y a de l'opium dedans. Donc peut-être que c'était l'opium qui agissait. L'ancienne pharmacie de l'université d'Avignon est donc un trésor patrimonial qu'il s'agit de préserver, mais aussi de valoriser. L'histoire de ce lieu mérite d'être davantage connue, et les sources qui la concernent n'ont sans doute pas encore livré tous leurs secrets.